Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire, ce soir, les investigations se poursuivent au Vernet 2 jours après la découverte d'ossements appartenant au petit Émile, disparu le 8 juillet. Dans quelques minutes, le procureur de la République d'Aix-en-Provence tiendra une conférence de presse. Vous la suivrez donc en direct sur nos deux antennes. Et puis 92% des Français considèrent que l'insécurité a progressé en France ces dernières années. C'est le résultat d'un sondage publié aujourd'hui. Plus qu'un sentiment, l'insécurité est bien réelle puisque tous les voyants concernant la violence sont au rouge. Entre 2022 et 2023, les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent une augmentation de toutes les formes de violence. Nous tenterons de comprendre pourquoi dans Punchline. Et à tout juste 18h sur CNews et sur Europe 1, voici l'essentiel de l'actualité. 3 nouvelles opérations place nette menées à Strasbourg, Toulouse et Nantes. Des opérations anti-drogue qui ont permis l'interpellation de plusieurs dizaines de personnes aujourd'hui. Depuis le 19 mars dernier et le début des opérations XXL, les forces de l'ordre ont procédé à près de 1400 interpellations. Et nous allons tout de suite partir à Aix-en-Provence, donc, où le procureur de la République est en train de s'installer. Il va, je vous le disais, tenir une conférence de presse pour nous donner les dernières informations après que des ossements du petit Émile aient été découverts il y a 48 heures. Nous partons donc tout de suite à Aix-en-Provence, où le procureur de la République s'exprime. De la République qui est en place et qui va s'exprimer donc dans quelques instants. Une parole très attendue, c'est la première fois que le procureur prend la parole dans cette affaire qui a évolué donc depuis ces dernières 48 heures. Bon, mesdames et messieurs, pour cette conférence de presse, je suis accompagné du colonel commandant la section de recherche de la gendarmerie de Marseille et du colonel chargé du groupement de gendarmerie du 04 des Alpes de Haute-Provence. Vous le savez, l'objet de cette conférence de presse est de revenir sur les dernières évolutions de l'enquête relative à la disparition le 8 juillet 2023 de l'enfant Émile Soleil. Je voudrais dire d'abord en mon nom, mais aussi au nom de tous les enquêteurs qui ont participé aux recherches et aux investigations, que nos premières pensées sont réservées aux parents et à la famille d'Émile Soleil qui ont vécu et continuent de vivre des heures douloureuses avec une dignité, une retenue qui nous invite tous au respect de cette douleur, mais aussi à la mesure. Avant d'en venir aux évolutions de l'enquête, je souhaite revenir brièvement sur les heures et les jours qui ont suivi la disparition d'Émile Soleil. La disparition d'Émile a été signalée, vous le savez, aux autorités le 8 juillet 2023 à 18h. Vous vous souvenez certainement qu'immédiatement, dans un cadre administratif, la gendarmerie a déployé au Vernet des militaires qui ont procédé aux premières recherches dans les 4 heures qui les séparaient de la tombée de la nuit, mais également pendant la nuit. Militaires, personnel aidés de drones, d'un hélicoptère, de chiens de gendarmes et de pompiers. Il se passe donc une nuit avant que des recherches plus importantes soient déployées, car, vous le savez aussi, toujours dans un cadre administratif, ces premières recherches ont été suivies dès le lendemain d'une mobilisation massive de bénévoles encadrés par des gendarmes et des sapeurs-pompiers qui ont arpenté pendant 2 jours une zone couvrant plusieurs kilomètres carrés, zone qui comprenait le chemin sur lequel le crâne d'Émile a été retrouvé samedi dernier. 2 jours pendant lesquels des chiens pisteurs ont été employés tandis que la zone était survolée par des drones et un hélicoptère doté de caméras thermiques, en vain, comme vous le savez aussi. À ces premières recherches ont succédé des recherches et des investigations judiciaires plus spécifiques, concentrées dans et à proximité immédiate du village. Je rappelle que très vite, à l'idée que l'enfant pourrait s'être égaré, s'est ajoutée l'hypothèse de l'intervention d'un tiers.
Pendant cette deuxième phase des recherches et des investigations ont été employés entre le 23 et le 25 juillet 2023 des drones et des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres, dont je peux dire aujourd'hui avec certitude que eux n'ont pas couvert la zone dans laquelle les ossements d'Émile ont été retrouvés le 30 mars dernier. Les enquêteurs, à ce moment-là, se sont concentrés sur des points d'intérêt essentiels. Et là, je veux, pendant quelques instants, donner la parole au colonel qui va nous dire les moyens qui étaient employés à ce moment-là pour essayer de retrouver Émile. Bien, donc là, dès les premiers jours, nous avons créé une cellule nationale d'enquête armée par une vingtaine d'enquêteurs spécialisés de la section de recherche et du groupement de gendarmerie. Et donc c'est composé, alors cette cellule d'enquête était composée d'un directeur d'enquête adjoint, d'un coordinateur de scène de crime, d'analystes criminels et d'équipes d'enquêteurs. Cette cellule n'a jamais cessé son travail depuis le premier jour. Elle a utilisé régulièrement, en fonction des signalements et des actes d'investigation que nous menions, des moyens spécialisés mis en place par la gendarmerie nationale. Je peux vous citer quelques exemples. Ces fameux chiens de recherche de restes humains qui ont été mis en œuvre régulièrement, à plusieurs reprises en tout état de cause, des drones spécialisés, des drones thermiques, des drones multispectrales qui permettent d'identifier des anomalies dans la végétation, par exemple. Des techniciens en investigation subaquatique pour fouiller des cours d'eau et des lacs. Donc les moyens déployés très régulièrement, à chaque fois que nous en avions besoin pour progresser dans nos investigations, le sont depuis juillet dernier, et ça continue aujourd'hui. Alors, pourquoi toutes ces précisions? Parce qu'à cette heure, nous ne pouvons affirmer si le corps d'Émile était d'ores et déjà présent dans la zone couverte par les recherches entreprises initialement, et que s'il s'y trouvait, il aurait été nécessairement découvert. Autrement dit, si le lieu de la découverte du crâne d'Émile est bien situé dans le périmètre des recherches opérationnelles des premiers jours, je ne peux affirmer aujourd'hui que chaque mètre carré a été foulé par un membre des équipes de recherche et d'investigation, aussi loin soit-elle allée. Je rappelle que nous sommes au mois de juillet 2023, que la végétation est dense, qu'elle est haute, que la topographie est difficile, que le terrain en dehors des chemins est très escarpé. Ce terrain comprend des pentes naturelles qui peuvent avoisiner les 30%, rendant difficile l'accès et la visualisation de chaque mètre carré. Et que dire des conditions météorologiques dans lesquelles ces recherches ont été entreprises, les premières recherches, j'entends. Les températures avoisinaient alors, à l'époque, 30 degrés à l'ombre, rendant la marche difficile. Températures qui ont pu altérer l'efficacité des chiens pisteurs et multiplier la restitution de foyers de chaleur nocturnes détectés par les caméras infrarouges utilisées par l'hélicoptère qui a survolé la zone. Depuis, sous la direction de 2 juges d'instruction du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, saisis le 18 juillet 2023, ont été réalisés des centaines d'actes. Perquisitions, prélèvements, saisies, fouilles, investigations techniques de toutes sortes, auditions, jusqu'à l'organisation d'une mise en situation le 28 mars 2024. Mais là encore, colonel, je pense qu'il est important que vous précisiez quelles sont les investigations qui ont été conduites pendant toute cette période-là, jusqu'à aujourd'hui, en fait. Je vais donner quelques exemples, quelques chiffres pour mesurer le travail qui a été accompli, qui continue d'être accompli par les enquêteurs. Donc ça c'est déjà apparu, mais on a vérifié aujourd'hui et traité 1696 signalements. 11 autres signalements sont en cours de traitement actuellement. Signalements que nous avons reçus par mail, par voie téléphonique, par lettre. Ça peut être des signalements oraux également. Donc chaque signalement est effectivement vérifié avec la même rigueur. On a mené 157 auditions. En termes de données numériques, on a recueilli 1 million de pages aujourd'hui numériques que nous devons étudier, que nous étudions. On a travaillé sur près de 1000 personnes titulaires de lignes téléphoniques qui étaient présentes à proximité du Haut-Vernay au moment des faits. On a procédé à des analyses sur 500 prélèvements scellés et 18 véhicules ont fait l'objet d'opérations de police technique et scientifique complètes. Ça vous donne un petit exemple du travail que mènent les enquêteurs. Bien sûr, à côté de ça, il y a des investigations quotidiennes, permanentes, très exigeantes. J'évoquais il y a quelques instants la mise en situation du 28 mars 2024. Alors, cette mise en situation avait pour objectif principal de contextualiser, de matérialiser les déclarations des témoins directs et indirects
du réveil de l'enfant, après sa sieste, jusqu'à l'appel aux forces de l'ordre à 18h12 précisément. Je précise qu'à cette heure, aucun lien objectif n'est établi entre cette mise en situation et la découverte d'un crâne humain par une promeneuse le 30 mars 2024. La promeneuse a découvert ces ossements entre 12h et 14h lors d'une promenade sur un chemin qu'elle se souvient avoir arpenté plus d'un mois avant. Perturbée par cette découverte, elle s'est saisie du crâne en prenant des précautions pour ne pas le souiller et l'a placé dans un sac en plastique. Elle est rentrée chez elle et a appelé la gendarmerie. Elle a pu indiquer avec une bonne précision aux enquêteurs l'endroit, le lieu où se trouvaient les ossements, c'est-à-dire le crâne. Le crâne, parce qu'il s'agit bien d'un crâne, était sur le sol d'un chemin étroit, un chemin forestier, qui suit une courbe de niveau, de part et d'autre de laquelle le terrain présente une très forte déclivité. On devine donc aussi qu'il s'agit en été d'une zone très végétalisée. Ce lieu où a été découvert le cadavre peut être rejoint à pied à partir du bas du village en 25 minutes environ à marche d'homme. Le chemin en tant que tel ne présente pas de difficultés particulières, ne présente pas de difficultés techniques majeures, si ce n'est que dans sa partie sous-bois, le terrain est de part et d'autre très pentu. À proximité du lieu où le crâne a été découvert, un ruisseau descend la montagne. Le long de ce ruisseau, qu'on peut deviner par forte pluie devenir un torrent, ont été retrouvés par les enquêteurs hier, en contrebas du chemin, à environ 150 mètres du lieu de la découverte du crâne, certains vêtements que portait Émile le jour de sa disparition, c'est-à-dire un t-shirt, ses chaussures et une culotte, qui n'étaient pas rassemblées au même endroit, mais qui étaient éparpillées sur quelques dizaines de mètres. Aucun autre effet à cette heure, aucun autre ossement n'a été retrouvé. Comme les ossements, les vêtements ont été acheminés à l'IRCGN pour analyse. Là encore, à cette heure, nous ne disposons pas des résultats, même partiels, des analyses en cours. En revanche, les premières analyses du crâne ont permis de révéler les informations suivantes. Le crâne présente de petites fractures et des fissures post-mortem. Aucun traumatisme ante-mortem n'a été observé. Le crâne présente des traces de morsures, probablement causées par un ou des animaux. Une maxillaire est absente, sans que l'on puisse savoir aujourd'hui si cette maxillaire s'est détachée naturellement ou sous la forme d'une traction, sous la force d'une traction, pardon. L'aspect des os et des dépôts sur ces os permettent d'affirmer qu'ils n'ont pas été enfouis et qu'ils ont été exposés longtemps aux variations météorologiques et aux intempéries. Là encore, les analyses se poursuivent, notamment pour déterminer si ces os ont pu rencontrer des biotopes différents. Enfin, et c'est là l'important, ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile Soleil. Vous aurez donc compris que sous l'autorité des juges d'instruction, l'enquête va se poursuivre avec la même intensité. Elle se poursuit en ce moment sur le terrain car les fouilles ne sont pas terminées. Elles se poursuivront probablement demain sur ce terrain. Elles vont se poursuivre sur le plan criminalistique car les éléments retrouvés n'ont pas fini d'être analysés. Entre la chute de l'enfant, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre pour expliquer la disparition puis la mort de l'enfant Émile. Je sais que ce n'est pas satisfaisant, ce n'est satisfaisant pour personne, ni pour la famille, ni pour les enquêteurs, ni pour les juges d'instruction. Mais nos impatiences respectives, aussi légitimes soient-elles, ne sauraient nous imposer des conclusions hâtives, elles ne sauraient en tous les cas commander l'efficacité des investigations,
elle ne saurait commander la raison et les principes juridiques qui l'encadrent, et plus généralement, elle ne saurait commander la recherche de la vérité judiciaire. Voilà, j'en ai terminé de cette intervention et nous laisserons la place à quelques brèves et courtes et peu nombreuses questions. Je vous remercie. Préciser quelque chose par rapport au crâne. Est-ce qu'il est possible que Émile aurait été dès le début sur la zone de découverte du crâne? C'est une conjecture. Tout est possible. Tout est possible, mais non, je ne peux pas vous donner... je ne peux pas renforcer une hypothèse plus qu'une autre. Ça me semble difficile en l'état actuel des investigations et de la connaissance que l'on a, résultant de l'analyse du crâne d'Émile. Et donc, quand on entendait juste que toutes les zones avaient été archi-fouillées, cela était pas vrai. Je ne crois pas avoir dit ça. J'ai indiqué faut me rassurer, j'ai indiqué que la zone avait été fouillée lors des recherches, le chemin en question avait été arpenté, mais pour ceux qui se sont rendus sur les lieux, ils verront que la zone est quand même difficile, pas difficile d'accès, mais en tous les cas, elle est difficile sur le plan topographique. Vous avez un chemin, mais autour de chemin, je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup de pentes avec une forte déclivité. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, colonel. Non, simplement confirmer vos propos. En été, il y a une densité végétale qui est extrêmement importante et un relief qui est très particulier. Effectivement, le cheminement d'un enfant dans cette zone-là est nécessairement compliqué. Donc, pour l'instant, il est impossible d'émettre effectivement une hypothèse. On va travailler avec l'ensemble des éléments qu'on a recueillis au cours de ces investigations et ces recherches. On va recouper ça dès que les recherches seront terminées. On va les recouper avec tout le travail qui a été fait depuis plusieurs mois. Et puis, il faut quand même noter que c'est une étape qui est importante pour l'enquête, bien entendu, mais les investigations vont se poursuivre. Voilà. Oui, monsieur, une autre question. Est-ce qu'au vu de ce que vous avez, on peut affirmer que le crâne et les vêtements ont été déplacés, ou alors est-ce qu'il est possible qu'ils ont toujours été là? Est-ce que c'est une hypothèse qu'on peut écarter? Et ma deuxième question, c'est par rapport à la mise en situation. Est-ce qu'on en sait plus sur les derniers moments où on voit Émile? On parle notamment de ces deux témoins. On entendait à un moment donné que certains ont vu descendre, d'autres monter. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là-dessus? Alors, sur la première question, sur les déplacements éventuels des vêtements et du crâne, je ne peux malheureusement vous produire aucune affirmation. Le crâne a été découvert sur un chemin qui est habituellement arpenté par les promeneurs, les chasseurs. On imagine qu'il a pu être déplacé. Comment? Par qui? Ça, c'est une autre question. Hein. Donc, il a pu l'être par les conditions météorologiques, par les intempéries, l'eau qui dévale les pentes. Il a pu l'être par les animaux, qui sont nombreux sur la zone. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur votre deuxième question, vous me permettrez de ne pas y répondre, parce que là, nous sommes en plein cœur du secret de l'instruction. Comme le disait le colonel, les investigations se poursuivent dans toutes les directions, et les éléments que vous me demandez font partie, évidemment, des éléments qui vont contribuer à la poursuite des investigations. Ah, et monsieur... Avant-dernière question. Hein, parce ensuite... Il est donc possible que le petit garçon se soit rendu à cet endroit tout seul, et dans le champ des possibles, et que son corps ait échappé aux recherches des enquêteurs pendant tout ce temps. C'est une possibilité, comme il en existe plein d'autres. Je voulais savoir si le fait que les ossements aient pu être déplacés, et notamment emportés par la promeneuse, peut rendre difficile le travail d'identification et de technique criminelle, ou bien est-ce que du fait que ce soit ancien, bon, a priori, ça ne peut pas polluer la zone? Non. Le travail, d'ailleurs, une partie du travail a déjà été effectuée par l'IRCGN. Et effectivement, nous nous sommes posé les questions de cette promeneuse qui avait rapporté ses ossements effectivement chez elle. Mais l'ensemble des opérations que nous avons menées ensuite ont permis de fiabiliser sa parole et son témoignage. Et pas de détérioration de... Non. Selon les experts de l'IRCGN, non. Elle l'a ramené chez elle? C'est ce qui a été dit tout à l'heure, oui. Il n'y avait pas de raison. Comment on explique les ramener le crâne chez elle?
Ça, c'est une question. Ah ben, elle explique parce que c'est un réflexe. C'est une, voilà. C'est une femme qui voulait bien faire. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Deux questions. La première par rapport à cette promeneuse, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu son profil? Est-ce une habitante du Vernet ou du Haut-Vernet? Non. Et deuxième question, vous avez dit, si j'ai bien compris, que les eaux ont été retrouvées à 25 minutes de marche du village, mais par rapport au Haut-Vernet, c'est quelle distance exactement? La distance, alors ça dépend comment vous calculez la distance. Il y a la distance à vol d'oiseau et il y a la distance à pied. La distance à vol d'oiseau, je crois que ça fait, si je ne me trompe pas, colonel, 1,7, ouais, 1,6, 1,7 km. La distance à pied, je ne la connais pas précisément, 25 minutes. Un homme normalement constitué marche à environ 4 km à l'heure. Donc voilà, c'est environ à peu près un peu moins de 2 km, donc un peu plus de 2 km. C'est à vol d'oiseau 1,6 km. Oui. Effectivement, par le chemin, c'était. C'est un peu plus long, ouais. C'était 2,5 km, un peu plus de 10 km exactement. Une dernière question? Pas d'informations à donner sur cet aspect-là du dossier. Est-ce que sur cette distance, Émile aurait pu la parcourir tout seul à pied ou pas? Alors, sur cette question-là, évidemment, je ne suis pas un spécialiste, simplement chacun se fera son idée. Certains d'entre vous, certainement, connaissent des enfants qui sont susceptibles de marcher longtemps, d'autres sont susceptibles de marcher moins longtemps. Ça, je ne sais pas quelle était sa capacité à la marche, je ne peux pas vous dire. Le chef d'enquête, il a évolué ou pas? L'enquête est toujours... Alors, le cadre d'enquête est toujours le même. Je rappelle que nous sommes dans le cadre d'une information judiciaire ouverte initialement donc en recherche des causes de la disparition, puis donc enlèvement et séquestration. Le cadre d'enquête aujourd'hui, donc en tout cas satisfait au pouvoir dont ont besoin les juges d'instruction pour la poursuite. On verra plus tard, en fonction de l'évolution de l'enquête, s'il faut faire évoluer la qualification juridique qui a été retenue au mois de juillet dernier. Toujours enlèvement et séquestration? Oui. Est-ce qu'il y a des vêtements, sur des vêtements qui sont dans un état normal, on regarde les vêtements sont en cours d'analyse, donc je n'irai pas plus loin dans le détail sur cette question-là. Vous voulez ajouter quelque chose? Du tout, monsieur le procureur. Bien. Et ben voilà, combien de temps, on a une idée? Comment? Combien de temps on continue encore les recherches? Au moins jusqu'à demain et peut-être plus en fonction des besoins opérationnels, tant qu'il faudra. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. Et la conférence de presse est terminée. Vous venez de suivre en direct la conférence de presse du procureur de la République d'Aix-en-Provence qui s'exprimait donc sur l'affaire Émile. Deux informations importantes à retenir. D'abord, pour l'heure, les causes du décès du petit garçon ne sont toujours pas connues. Et puis enfin, des vêtements appartenant à Émile ont été retrouvés à peu près à 150 mètres de l'endroit où a été découvert son crâne. Sandra Buisson du service police-justice de CNews est avec nous. Quelles autres informations, Sandra, faut-il retenir de cette conférence de presse? On a senti le procureur évidemment extrêmement prudent et c'est bien normal. Oui, effectivement, le procureur qui dit que pour l'instant, l'hypothèse d'une chute accidentelle, d'un homicide involontaire ou d'un meurtre, eh bien toutes ces thèses restent étudiées par les enquêteurs. Les découvertes qui ont été faites par les gendarmes et par cette promeneuse n'ont pas permis d'en favoriser une plus que l'autre. Vous l'avez dit, près des lieux où a été retrouvé le crâne de l'enfant, il y a un ruisseau qui descend la montagne et les enquêteurs qui sont arrivés donc après la découverte du crâne ont trouvé à 150 mètres de là certains des vêtements que portait Émile le jour de sa disparition, c'est-à-dire son t-shirt, ses chaussures et une culotte. Ils étaient éparpillés sur quelques dizaines de mètres et donc tous ces éléments ont été envoyés à l'IRCGN à Pontoise pour analyse. Le procureur a précisé que les enquêteurs n'avaient rien trouvé d'autre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu trouver le reste du corps d'Émile en l'état. Ce qu'on apprend du crâne, c'est l'autre point sur lequel le procureur a fait le point. Donc les premières analyses qu'ont fait les scientifiques de l'IRCGN montrent qu'il supporte des petites fractures et des fissures post-mortem, donc faites après la mort, mais qu'il n'y a pas de traces de violence anté-mortem, avant la mort. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été tué, puisqu'on peut être tué sans toucher à la tête. Il indique également qu'il y a des traces de morsures par un ou plusieurs animaux sur ces ossements. Ça veut dire que, effectivement,
ces parties-là ont pu être déplacées par un animal. Vous savez que c'était une des thèses envisagées. Ces ossements qui ont été trouvés n'étaient pas enfouis et ils ont été exposés longtemps aux variations météorologiques. Ce sont les premiers enseignements. Ça veut dire que les éléments qui ont été retrouvés ont été longtemps à l'air libre. Est-ce qu'ils ont toujours été là? Pour l'instant, on ne le sait pas. On sait qu'au moment des recherches, il y avait eu une première battue à cet endroit-là. Mais ensuite, quand il y a une utilisation des drones thermiques et des chiens spécialisés dans les recherches de cadavres, eh bien, ces outils d'enquête n'ont pas été utilisés sur ce chemin-là. Et puis, le procureur a aussi donné des informations sur les conditions météorologiques au moment de la disparition d'Émile, comme pour expliquer que potentiellement, il était peut-être déjà là, mais les moyens utilisés scientifiques n'ont pas permis de le détecter. Il dit que c'est un endroit très escarpé, ce chemin. Il est bordé par des pentes de 30% et que les premières recherches se sont faites sous 30 degrés à l'ombre, ce qui rendait la marche, notamment de tous ceux qui ont fait les battues, très difficile. Ça a pu freiner les chiens pisteurs qui devaient détecter la présence d'Émile et altérer les capacités des caméras thermiques qui sont censées pouvoir détecter un corps encore vivant. Donc il faut vraiment prendre en compte tous ces aspects pour comprendre pourquoi d'abord ce crâne n'a pu être trouvé maintenant. Les conditions météo sont drastiquement différentes, la végétation est beaucoup moins touffue. Il faut aussi garder en tête ce qu'a précisé le procureur et qui est passé peut-être inaperçu, c'est que cette promeneuse, elle a expliqué qu'elle était passée par le même chemin il y a 1 mois. Donc elle n'a pas vu ces ossements. Est-ce que depuis, ce sont les conditions météo qui ont permis de les révéler ou est-ce qu'ils ont été amenés ici par des animaux ou par une tierce personne? Tous ces éléments restent à déterminer. Louis de Ragnel, ce qui interpelle, en tout cas dans les propos du procureur de la République, ce sont ces vêtements qui sont retrouvés à 150 mètres de l'endroit où a été retrouvé le crâne du petit Émile. Et ces vêtements, ils étaient dispersés sur plusieurs dizaines de mètres. C'est probablement l'information la plus importante qui a été révélée ce soir. Alors, ce qui est sûr, c'est l'information la plus importante parce que l'analyse des vêtements, des chaussures et du t-shirt, forcément, donnera des enseignements qui seront intéressants pour l'enquête. On va chercher quoi sur ces vêtements? On va chercher de l'ADN? On va chercher de l'ADN, on va chercher des traces de sang, on va chercher tous les indices possibles qui permettent de comprendre si il y a un ADN extérieur, par exemple, ça permet de confronter l'ADN de cette personne, de l'interroger et de vérifier son agenda, de savoir si il ou elle était en contact avec Émile. Ça permet de savoir aussi depuis combien de temps Émile avait porté ce t-shirt pour essayer de déterminer par exemple la date et l'heure éventuelle de la mort, de voir s'il n'y a pas même des traces de peau, des éléments appartenant à Émile aussi qui se trouvent sur donc les chaussures, la culotte et le t-shirt. Voilà, je pense que les enquêteurs, les gendarmes attendent avec beaucoup d'intérêt l'analyse qui est faite en ce moment à l'IRCGN de ces effets personnels qui appartenaient à Émile. Bien sûr, et il faut dire, Sandra Buisson, que les enquêteurs sont toujours sur le terrain, donc au Haut-Vernay, pour essayer de chercher à nouveau s'il y a des ossements qui pourraient être découverts, si de nouveaux indices sur le terrain sont susceptibles d'émerger. Oui, et il faut savoir que ces fameux chiens spécialisés dans la détection de restes humains, ils avaient été utilisés au moment de la disparition d'Émile, mais est-ce qu'ils étaient passés sur ce chemin? Ça, on n'a pas la réponse. Ces chiens spécialisés, on a appris aujourd'hui qu'ils peuvent détecter des ossements même s'ils ne sont pas apparents. C'est-à-dire qu'ils peuvent être enfouis jusqu'à 1 mètre dans le sol et les chiens arrivent à les détecter. Ils peuvent aussi détecter si un corps a été à un endroit et qu'il n'y est plus. Donc on a quand même encore pas mal de vérifications à faire sur les lieux, mais peut-être aux abords. Et puis, ça sera à croiser avec les éléments qui seront extraits, notamment des examens faits des ossements et des tissus. Est-ce que ces ossements et ces tissus de vêtements ont pu être en contact avec un autre biotope, avec un autre environnement naturel qui permettrait de savoir d'où ils viennent ou s'ils ont été déplacés effectivement. Gabrielle Cluzel, vous souhaitez intervenir? Non, j'ai été frappée par le fait que le procureur commence par rendre hommage à la dignité, à la retenue des parents et en disant à ceux qui l'écoutaient que ça devait servir de modèle à tout le monde. Je crois que c'est toujours important dans des cas comme ça où il y a un peu une hystérie voyeuriste et où chacun se bricole sa propre thèse d'enquêteur du dimanche. Je crois que c'est vrai que c'est toujours un peu... Il convient d'être très prudent, évidemment. Très prudent, c'est toujours un peu décevant de se dire qu'on n'a toujours pas beaucoup d'explications et c'est vrai que sur rien, puisqu'on a... Enfin, il y a ces vêtements qui sont un élément important, mais même
la distance parcourue, on ne sait pas on se dit que l'enfant aurait pu la faire seul ou avec une tierce personne. Il n'y a pas beaucoup d'éléments ou de pistes qui écartent les autres. Donc c'est vrai que c'est peut-être la frustration de cette... Alors, c'est vrai, Sandra Buisson, qu'on ne connaît pas les causes de la mort du petit Émile. Néanmoins, est-ce qu'on peut dire que l'enquête a avancé au cours des dernières 48 heures? L'enquête avance forcément extrêmement vite, puisque désormais, on a un lieu, alors ce n'est peut-être pas le lieu de la mort, mais c'est le lieu où des éléments ont été trouvés, où on peut peut-être trouver d'autres informations, et puis les éléments trouvés vont forcément faire progresser l'enquête sur la recherche des causes de la mort. Une précision simplement sur ce que je venais d'expliquer sur les chiens qui peuvent détecter la présence de restes humains. Ils ont bien été utilisés après la disparition d'Émile, mais ils n'ont pas été utilisés dans la zone où a été découvert le crâne. Oui, c'est important de le préciser, évidemment. Louis Dragnel? Non, mais je pense qu'en fait, peu de gens s'imaginent la configuration des lieux. Je crois que c'est beaucoup rappelé à la fois par le colonel de gendarmerie, par le procureur. Et en fait, souvent, on se projette une situation, on se dit que tout est assez simple et on se dit, mais comment est-ce possible que les gendarmes n'ont pas pu penser à envoyer le chien à tel ou tel endroit? En fait, la végétation est réellement dense. Je vois les journalistes qui suivent ça sur place et qui sont aussi allés autour du lieu présumé de la disparition nous expliquent à quel point c'est escarpé, c'est compliqué. Et donc, on imagine bien à quel point ça a été peu évident pour les gendarmes qui pourtant, voilà, le rappel du déploiement des moyens est quand même intéressant. Il y a eu des drones thermiques, des hélicoptères, il y a eu des gendarmes donc des moyens considérables, objectivement des moyens considérables, des moyens même pour reconstituer des scènes en 2 dimensions ou en 3 dimensions. On peut pas dire que l'enquête a été bâclée. Alors il faut préciser aux auditeurs et aux téléspectateurs que on se trouve dans la zone des fouilles actuelles à 1 km, 1,5 km du Haut-Vernay, c'est-à-dire de l'endroit où vivent les parents et l'endroit où habitait le petit Émile. Sandra Buisson. Oui, et ce qu'a précisé le procureur, c'est qu'on peut accéder à cette zone avec, pour un humain classique, une marche de 25 minutes. C'est à 1,7 km à vol d'oiseau. Et c'est un chemin qui n'est pas difficile en lui-même, mais dont les sous-bois qui sont à côté sont très pentus. À la question de savoir si un enfant pouvait rejoindre ce secteur en marchant, il n'a pas répondu en disant en fait je ne connais pas les capacités de cet enfant, je ne suis pas à même de vous dire si oui ou non il a pu parcourir ce chemin seul. Il a quand même sous-entendu longuement qu'il était possible que effectivement ceux qui ont participé au battu à cette époque-là cet été n'aient pas vu si le crâne était déjà là parce que c'était une végétation extrêmement dense et que les abords du chemin étaient très pentus. Alors, est-ce qu'on saura un jour ce qui s'est véritablement passé? On n'en est pas certain. L'hypothèse de ne jamais savoir, le fait qu'on puisse ne jamais savoir ce qui s'est passé, ça n'est pas exclu par le procureur lui-même, hein. Ça n'est pas exclu parce que quand bien même on aurait le corps entier d'Émile, rien ne dit qu'on aurait la cause de la mort. Vous voyez, on peut déterminer sur les ossements s'il y a eu des traces de coups, des éléments contondants, c'est-à-dire que si le crâne ou les os ont heurté une pierre, ont été frappés avec quelque chose de contondant. Mais si les plaies ont été donnés sur une partie molle du corps et qu'il n'en reste pas de traces, c'est difficile. Après, sur les vêtements, est-ce qu'il y a des traces de saignement? On ne sait pas. Il y a pas mal d'éléments biologiques qui restent encore et qui permettraient peut-être de déterminer ce qui s'est passé. On va tout de suite se rendre sur place, retrouver notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau. Thibaut Marcheteau, vous êtes au Vernay. Comment se passent les recherches désormais 48 heures après la découverte des ossements et du crâne du petit Émile? Mais écoutez, vous l'avez entendu, Yoann, lors de cette conférence de presse du procureur de la République d'Aix-en-Provence, les recherches, elles vont se poursuivre au moins demain et jusqu'à ce qu'il est nécessaire pour essayer de retrouver le maximum d'indices. Vous l'avez vu, ces recherches qui ont repris dimanche, dès que la gendarmerie nationale a eu la confirmation que ces os appartenaient bien à Émile, eh bien, ces recherches ont repris de manière intensive avec une centaine de gendarmes mobilisés sur place et ces experts de l'IRCGN, ils vont donc continuer leur enquête à la recherche donc d'ossements notamment. Ils ont retrouvé des vêtements, vous l'avez entendu lors de cette conférence de presse. L'enquête avance, il y a encore une recherche d'indices parce que le procureur de la République l'a dit. Pour l'instant, il n'est pas possible de trouver une raison au décès d'Émile, mais évidemment, ces analyses elles servent
évidemment à quelque chose sur place, mais aussi à Pontoise, parce qu'à Pontoise, on a pu avoir des informations avec les eaux qui ont été rapportées samedi et qui ont été analysées au siège de l'IRCGN pour essayer de comprendre un petit peu les circonstances de la mort d'Émile et notamment la date de sa mort. Donc l'enquête va se poursuivre sur place pour essayer de récolter le maximum d'indices pour trouver toutes les réponses aux nombreuses questions qui se posent ici au Verney. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau en direct du Haut-Verney pour CNews et Europe 1. Louis de Ragnel, il y a 3 hypothèses. Le procureur de la République l'a redit. 3 hypothèses concernant la mort d'Émile. Oui, il y a la chute accidentelle, l'homicide involontaire et puis enfin le meurtre. Et ce qu'on a compris, c'est que les 3 hypothèses étaient encore réellement... Elles se valent. Et continuent d'être explorées. Et d'ailleurs, le cadre d'enquête ne change pas. Donc pour l'instant, en tout cas, tant que l'analyse des vêtements d'Émile pour l'instant, il n'y a pas d'hypothèse privilégiée. Eh bien, il n'y a pas d'hypothèse privilégiée, absolument. Et ce qu'on a compris également, Sandra Buisson, c'est que d'ores et déjà, beaucoup d'actes avaient été menés. Le procureur de la République a donné des chiffres précis. Oui, il a expliqué que 1696 signalements qui ont été faits à la gendarmerie ont pu être traités, analysés. Des portes ont pu être fermées sur tous ces signalements. 11 signalements sont encore en cours de traitement. Il y a eu 157 auditions. 1 million de pages de données numériques ont été analysées puisqu'il a fallu voir qui était dans le périmètre au moment de la disparition d'Émile, qui a borné. 1000 personnes ont été mises sous le feu des enquêteurs parce que leurs lignes téléphoniques ont pu borner à cet endroit ou à proximité. Et puis 500 prélèvements et scellés ont été analysés. Vous avez donné beaucoup de chiffres, évidemment. Est-ce que si on compare ces chiffres à d'autres enquêtes, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce qu'on a fait beaucoup d'investigations pour cette affaire? Beaucoup pour cette affaire, mais comme on en fait régulièrement. C'est quelque chose de courant, ce n'est pas quelque chose d'atypique. Pour l'affaire Maëlys, oui, il y avait eu des prélèvements et beaucoup d'analyses. On sait que les enquêteurs de l'IRCGN ont carrément désossé la voiture de Nordal Lelandais pour retrouver une infime goutte de sang qui était dans son coffre sous d'autres éléments. Donc en fait, quand effectivement un dossier nécessite beaucoup d'investigations, effectivement, les gendarmeries comme les polices, les policiers sont en mesure de monter en capacité et de mettre à disposition de la justice tous les moyens. Alors maintenant que nous avons toutes ces informations, Louis de Ragnel, qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps est-ce que ça va prendre pour avoir les premiers résultats des investigations sur les vêtements notamment? Alors normalement, aujourd'hui ça va quand même relativement vite. Normalement ça met moins d'une semaine. Je pense que dans les prochains jours on aura les premiers résultats. Mais pour autant, il ne faut pas se dire que l'enquête va s'arrêter. On va sans doute en reparler. Il y aura d'autres conférences de presse sans doute de la part du procureur de la République. Parce que je vous donne un exemple, tout ça est très hypothétique puisque par définition je ne sais pas ce qu'a donné le résultat de l'analyse des vêtements, mais si on retrouve l'ADN de quelqu'un ou de plusieurs personnes sur les vêtements d'Émile, eh bien ces personnes soit vont être placées en garde à vue, soit vont être entendues immédiatement, soit la gendarmerie peut décider de les placer sur écoute et d'attendre X semaines, Y mois avant de les confronter, de leur poser des questions. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment... Il n'y a que les enquêteurs qui peuvent répondre à cette question, et puis ça dépend vraiment de ce qu'ils trouvent, de ce qu'ils matérialisent, de ce qu'ils mettent en lumière.